on gardera les questions pour la fin des contributions. Alors, je vais commencer par présenter notre premier orateur aujourd'hui, qui est Rémi Carminati. Alors, Rémi Carminati est ingénieur diplômé de l'École centrale Paris. Il a soutenu sa thèse en optique physique en 1996, de la même année, dans la même école, excusez-moi, sous la direction de Jean-Jacques Greffet, et dont le sujet portait sur la formation d'images en champ proche optique. Il a été d'abord maître de conférence à l'École centrale, puis professeur à l'ESPCI à partir de 2007. Ses thèmes de recherche principaux ont porté sur la théorie du champ proche optique, les fluctuations électromagnétiques thermiques, la nanophotonique, la plasmonique et l'optique dans les milieux complexes. De 2015 à 2019, il a été directeur adjoint de l'ESPCI et directeur adjoint de l'Institut Langevin de 2009 à 2018. Il est co-auteur de plus de 140 articles publiés dans des revues internationales et a reçu plusieurs prix, dont le prix Fabry de Gramont de la Société française d'optique en 2006. Et je suis très heureux de l'accueillir aujourd'hui pour l'ouverture de cette série de webinaires organisés par les GT2 et le GT6 du GDR Ronde. Rémi, je te laisse la parole pour environ 30 minutes pour que tu nous fasses une présentation intitulée « Matériaux corrélés en photonique quand l'ordre partiel change la donne ». Merci Alexandre. Maintenant, vous connaissez tout de mon CV. Alors déjà, merci à vous deux, Alexandre et Romain, de l'initiative. Alors, merci au GDR Ronde et aux deux GT concernés d'organiser ce webinaire. Alors, je suis très sensible à une organisation conjointe GT2, GT6, puisque dans un passé moyennement proche, j'ai été moi-même animateur du GT2 et ensuite du GT6. Donc, qui était techniquement le GT7 à l'époque, mais peu importe. Donc, je suis très sensible à ces actions communes. Et puis, dans le contexte actuel, je trouve que c'est très sympa d'organiser ces webinaires. Donc, merci beaucoup de l'initiative et merci beaucoup de m'avoir invité, évidemment. Donc, aujourd'hui, ce que m'avait demandé Alexandre et Romain, c'était de vous parler d'optique des milieux désordonnés, en insistant, ce qui est le thème de ces webinaires, sur l'aspect corrélation du désordre que je vais définir. Donc, je vais donner une introduction un peu générale au problème et puis ensuite vous montrer des exemples récents de nos travaux, mais qui illustrent certains aspects de ces matériaux corrélés pour l'optique. Alors, avant de commencer, je voudrais juste donner la liste des gens qui ont contribué de manière profonde à ce travail. Donc, d'abord, l'équipe à l'Institut Langevin, donc avec Romain Pierrat, évidemment, et puis des post-docs et doctorants qui se sont succédés, donc qui sont maintenant partis dans d'autres domaines, mais dont les travaux ont beaucoup inspiré le topo dont je vais parler, que je vais donner aujourd'hui. Et puis, je montrerai à la fin des travaux tout récents avec une équipe de chimie de la matière condensée, donc une équipe qui est dirigée par Nadine Nassif, au laboratoire de chimie de la matière condensée à Paris, donc qui est physiquement à Sorbonne Université. Et donc, ce sont des gens qui fabriquent par auto-assemblage, auto-organisation des matériaux, vous verrez, qui sont assez originaux en termes de leur propriété photonique. Donc, je vais commencer par une introduction aux paramètres clés, disons, qui permettent de décrire le problème de la diffusion de la lumière par des matériaux à désordre corrélé, et puis introduire cette notion d'ordre partiel. Et puis ensuite, je montrerai l'exemple de propriétés photoniques un peu extraordinaires, on va dire, qui apparaissent dans un type particulier de désordre corrélé qu'on appelle le désordre hyperuniforme. Et puis, je montrerai des premiers pas, justement, vers la fabrication de matériaux avec un désordre contrôlé, majoritairement par auto-assemblage. Donc d'abord, je vais parler de milieux diffusants. Donc, je pense que vous avez tous en tête des images semblables à celles que je vous montre, mais simplement pour préciser déjà un certain nombre de mots-clés et puis aussi introduire ce paramètre important qui est l'hypercombien de diffusion. Donc de gauche à droite, vous avez, c'est un verre d'eau, avec à gauche l'eau claire et puis à droite l'eau dans laquelle on a rajouté progressivement des gouttes de lait. Et donc on va vers la droite, vers une suspension colloïdale de plus en plus dense. Et donc on caractérise le niveau de diffusion d'un milieu comme ça par ce lit par co-moyen de diffusion, donc c'est LS, S pour scattering en anglais, qui est en fait défini comme étant la distance moyenne entre deux événements de diffusion. Et donc dans un régime où la taille du système est petite par rapport à ce type par co-moyen de diffusion, on a une propagation balistique, pas de diffusion.
Et puis, quand on a un milieu dont l'épaisseur est de l'ordre de celui par combien de diffusion, eh bien, on voit un faisceau dit balistique qui va s'atténuer progressivement au cours de la propagation par diffusion, mais encore un régime où cette intensité balistique arrive à traverser le milieu, et donc c'est le régime dans lequel on peut encore à peu près arriver à former une image, qui sera essentiellement brouillée par le faible niveau de diffusion. Et puis, dans le régime où l'épaisseur du système devient très grande devant ce type par combien de diffusion, on est dans le régime de diffusion multiple, où la propagation balistique a été complètement atténuée, et on ne persiste que ce halo de lumière diffuse. Et donc, évidemment, si on zoome sur ce système, en fait, ce qu'on verrait microscopiquement, hein, c'est une onde qui effectue une diffusion multiple sur les diffuseurs avec, comme j'ai dit tout à l'heure, une distance moyenne entre événements de diffusion qui est ce fameux lit par moyen de diffusion. Si on revient sur l'atténuation de ce faisceau balistique, donc ce qu'on observe, c'est une décroissance exponentielle. Donc on peut caractériser de manière la plus générale avec un lit par moyen d'extinction qui va cumuler l'extinction par diffusion, dont j'ai parlé juste avant, mais aussi l'extinction par absorption, éventuellement, si le milieu est aussi absorbant. Et donc, ça introduit deux paramètres clés, hein, ce lit par moyen de diffusion et ce lit par moyen d'absorption, qui, lui, va être défini comme la distance moyenne parcourue par la lumière avant absorption. Et donc, le topo d'aujourd'hui, c'est essentiellement de vous montrer comment l'ordre partiel qu'il peut y avoir dans la distribution spatiale du désordre, donc dans la distribution spatiale dans le cas d'une suspension colloïdale des positions entre particules, va influer fortement sur ces paramètres, et donc influer fortement sur les propriétés de diffusion et les propriétés d'absorption d'un milieu qui macroscopiquement reste désordonné. Donc voilà des représentations de distribution de points en 2D, hein, simplement pour préciser un peu plus cette notion d'ordre corrélé. Donc il est assez évident intuitivement, quand on va de gauche à droite, qu'on va d'un système de points qui est de plus en plus ordonné partiellement, bien qu'on ne soit pas ici, même à droite, où l'ordre partiel est très grand, dans un système cristallisé. Donc à très grande portée, le système reste désordonné, et on augmente les corrélations entre les positions des diffuseurs. Et donc ça, c'est connu comme étant une caractéristique qui va fortement modifier notamment les propriétés de diffusion. Donc dans un milieu dans lequel les particules ont des positions complètement aléatoires, comme les molécules dans un gaz, si vous voulez, eh bien, ce lit parcours moyen de diffusion va simplement être égal au produit de la section efficace de diffusion d'un diffuseur individuel et de la densité de diffuseurs, donc le nombre de diffuseurs par unité de volume. On va prendre dans la suite ce lit parcours moyen de diffusion du milieu totalement désordonné comme une grandeur de référence. Et donc, on va l'appeler LB pour lit parcours moyen de Boltzmann, hein, mais retenez que c'est le lit parcours moyen de l'onde dans le milieu en absence complète de corrélation de position. Alors, ce qui est connu depuis très longtemps, hein, c'est que en présence de corrélation du désordre, donc quand on va de gauche à droite, eh bien, ce lit parcours moyen de diffusion va être fortement modifié par rapport à sa valeur de référence. Donc ici, KR, c'est simplement le nombre d'ondes, hein, c'est 2π sur lambda, lambda étant la longueur d'onde dans le milieu moyen. Et donc, ce qu'on voit apparaître dans cette formule, c'est deux paramètres importants. Cette grandeur, qu'on appelle souvent facteur de forme, peu importe, mais c'est à peu de choses près la même chose que cette section efficace de diffusion ici, elle va caractériser la capacité à diffuser d'un diffuseur individuel. Et puis, cette grandeur-là, qui est le facteur structure, elle va caractériser les propriétés géométriques de la distribution de points. Et donc, c'est cette grandeur-là qui va prendre en compte la présence d'ordre partiel. Donc, ce facteur structure, voilà sa définition. C'est une grandeur que vous avez peut-être rencontrée hein, quand vous avez eu des cours de diffusion de rayons X ou de diffusion de neutrons, hein, puisque ce facteur de structure, en fait, on peut le mesurer, j'en parlais tout à l'heure, mais dans le régime de diffusion simple. Et quand on fait de la diffusion de rayons X ou de neutrons, ben, en fait, on a accès à cette grandeur. Et vous savez, par exemple, qu'on peut caractériser avec ça la distribution des atomes dans la matière, dans un système cristallisé, par exemple, pour lequel, en fait, ce facteur de structure se présente sous la forme d'une série de pics de Bragg. Et donc, pour une structure photonique ordonnée, un cristal, on aurait un facteur de structure qui, simplement, est une suite de pics de Dirac qui correspondent aux directions de diffraction de Bragg du cristal. Et puis, donc, dans cette formule, j'ai oublié simplement de dire que RJ, hein, c'est simplement les positions des points. Donc, c'est une grandeur purement géométrique. Et donc, quand on est maintenant dans un système à ordre partiel, donc pensez, si ces points étaient des atomes ou des molécules, pensez à un liquide
par rapport à un système complètement cristallisé, eh bien, le facteur structure devient une grandeur continue qui typiquement prend cette forme, où la position du premier pic correspond à un vecteur d'onde Q de l'ordre de 2π sur d, où d serait la distance entre premiers voisins. Et donc, cette forme caractéristique du facteur structure, elle est celle qu'on observe dans des milieux dans lesquels il y a un ordre partiel sous-jacent. Pour un milieu complètement désordonné, comme un gaz, le facteur structure, c'est simplement une fonction plate. Alors, je vous ai dit que c'était connu depuis très longtemps, que les propriétés de diffusion étaient très dépendantes de ce facteur structure. Donc, voilà un des premiers, ou même le premier article, je pense, qui a démontré des mesures du changement du lit parcours moyen dans des suspensions colloïdales concentrées. Donc, quand on concentre un colloïde, eh bien, les interactions entre particules créent de l'ordre partiel. Et donc, on voit dans cette mesure, en fonction de la fraction volumique de particules, une déviation. Ici, ce qui est représenté, c'est 1 sur le lit parcours moyen, par rapport à la loi qu'on aurait pour un système complètement désordonné, le fameux ρ sigma s. Et donc, on voit cette déviation à forte densité qui apparaît et qui est complètement expliquée par cette formule relativement simple. Mais retenez que tout dépend du facteur de structure. Et donc, jouer sur le facteur de structure permet de jouer beaucoup sur les propriétés photoniques. Donc, ça a été, disons, généralisé, cette idée, et introduit de manière un peu plus systématique, notamment dans les deux articles que je cite ici, de l'équipe de Frank Sheffold et de l'équipe de Cefe Lopez et Ricardo Sapienza à l'époque. Alors, avec des dénominations photonique liquide, donc liquide photonique ou verre photonique, mais ces deux appellations, en fait, ont à voir avec le fait qu'on peut changer très fortement, par exemple ici, le spectre du lit parcours moyen, lorsqu'on induit des corrélations à courte ou moyenne portée dans un milieu. Ici, vous avez une représentation, je ne sais pas si vous voyez bien, mais enfin, on a une image électronique de ce qu'on peut appeler un verre photonique, qui est quelque chose d'assez particulier, qui est un système formé de particules monodisperses. Donc, toutes les petites sphères dans ce matériau ont la même taille, mais ce matériau n'est pas cristallisé. Donc, ça ressemble à l'idée qu'on a d'une structure vitreuse. Et donc, dans ces matériaux, les propriétés photoniques sont extrêmement dépendantes de l'ordre à courte portée. La nature fait ça aussi très bien. Vous connaissez certainement les questions de coloration, notamment des ailes de papillons de certains insectes, qui sont dues à des structures périodiques microscopiques. Il y a aussi des colorations structurales, qui ne sont pas dues à des pigments et à des absorptions, qui existent dans le vivant, mais qui sont en lumière diffuse. Donc, la différence avec ce qu'on a sur les ailes de papillons ou sur certains insectes, c'est qu'on n'a pas d'iridescence. Par exemple, les plumes de cet oiseau, en fait, quand on regarde la microstructure des barbes dans les plumes, on a des structures de ce genre-là. La barre, ici, c'est 1 micron. Et donc, on a des structures qui ne sont pas cristallisées, mais vous voyez que ces structures, elles sont évidemment très fortement corrélées. Et donc, on crée une réflexion diffuse plus forte à une certaine couleur qu'à une autre. Donc ça aussi, c'est un sujet extrêmement étudié, mais c'est juste pour vous montrer que la nature aussi a généré des structures à désordre, on va dire désordre contrôlé, qui ne sont pas des cristaux photoniques ni des réseaux de diffraction, mais qui ont des colorations en lumière diffuse. Donc voilà pour l'introduction sur ce concept d'ordre partiel et quelques exemples qui montrent qu'on n'est pas en train de jouer sur des petits effets. La présence d'ordre partiel peut changer qualitativement l'histoire. Ça, c'est important d'avoir ça en tête. Alors, a été introduit ce concept, donc maintenant on va passer à un cas particulier de ce désordre corrélé, et a été introduit ce concept d'hyperuniformité qu'on peut définir de la manière suivante. Donc, ce que vous avez ici, encore une fois, ce sont des distributions de points en 2D d'un système complètement non corrélé, un gaz. Et ce que vous avez à droite, c'est une visualisation du facteur de structure d'un système comme ça. Donc, il s'agit simplement de calculer cette grandeur. Et donc, on a ici une grandeur qui est absolument non structurée. Et quand on passe à un système périodique, donc un cristal, on sait que ce facteur de structure est formé de pics de Bragg. C'est typiquement le genre d'image qu'on mesure quand on fait de la diffraction de rayons X ou de neutrons, par exemple. Et puis, il existe une classe de systèmes pour lesquels le facteur de structure a une caractéristique qui n'est pas une caractéristique qu'on retrouve par hasard dans tous les systèmes, qui est que le facteur de structure devient petit, donc tend vers 0, dans un voisinage du vecteur d'onde nul. Donc cette propriété, en fait, n'est pas une propriété que partage n'importe quel système à ordre partiel.
Si on crée de l'ordre partiel sans faire attention, en fait, ce S de Q, ce qui va se produire, c'est qu'il va à un moment saturer vers une valeur finie. Et donc, il est apparu depuis quelques années que les systèmes vérifiant cette propriété peuvent avoir des caractéristiques intéressantes. Donc, c'est ce qu'on observe ici. Alors, on a toujours S de Q qui est non nul pour Q égale 0. D'accord, soyez pas. Mais ce que ça veut dire, c'est que ne soyez pas gênés par cette définition et puis le fait qu'ici, vous voyez un point brillant au sombre, ça, un point brillant au centre. Simplement, c'est dans le voisinage de Q égale 0 que ce système est tel que S de Q tend vers 0. Au passage, les structures périodiques ont cette propriété. Donc, un cristal ou un quasi-cristal est une structure hyperuniforme. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous montrer quelques exemples d'effets qu'on peut attendre. Il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites. Il y a tout un champ d'études autour de ces systèmes hyperuniformes, et d'effets qu'on peut attendre lorsqu'on considère des structures hyperuniformes, mais qui sont désordonnées, qui ne sont pas cristallines. Si vous voulez une vision espace libre, plutôt que la vision espace de Fourier donnée par le facteur structure, alors on peut comprendre ces systèmes hyperuniformes d'une façon un peu différente. Donc imaginez que vous prenez une portion, une sphère, ou en 2D un disque de ce matériau, et que vous faites tendre le rayon de ce disque vers l'infini. Donc on peut compter combien on a de points dans ce disque, et puis regarder à la limite où R devient très grand, quelle est la variance du nombre de points. Donc si le système est complètement désordonné, on a une loi type Poisson, et donc la variance est égale à la valeur moyenne. Dans un système hyperuniforme, donc l'équivalent espace libre, on va dire, de S de Q tend vers 0, c'est de dire qu'à la limite où ce disque devient très grand, eh bien les fluctuations, donc la variance du nombre de points, croît moins vite que le nombre de points lui-même. Et donc cette grandeur tend vers 0. Ce qui n'est pas le cas d'une structure désordonnée quelconque. Ce que vous pouvez garder comme image physique, c'est que plus vous zoomez sur une échelle grande dans ce milieu, moins vous avez l'impression que le nombre de points dans le volume fluctue. D'où l'appellation hyperuniforme. À grande échelle, les fluctuations de densité deviennent négligeables. Donc c'est la version espace réel de S de Q tend vers 0. Donc ce qu'on peut faire ensuite, c'est s'amuser à regarder la diffusion d'ondes par ces systèmes hyperuniformes. Donc ce qu'on s'est amusé à faire, c'est d'habiller, d'abord de générer des distributions de points hyperuniformes dans l'ordinateur, et puis de dire maintenant chaque point je l'habille d'une saturation efficace, donc chaque point devient un diffuseur. Donc si c'est un diffuseur sub longueur d'onde, simplement j'habille chaque point avec une polarisabilité, et maintenant je crée un matériau diffusant. Donc on peut, à l'aide d'un algorithme en fait, de minimisation, on peut définir un potentiel effectif qui fait que lorsqu'on minimise, on annule le facteur structure dans un voisinage de l'origine. Donc ici, c'est les distributions de points, et ici, c'est le facteur structure, représenté donc dans l'espace de Fourier, xy et ici qxqy. À l'époque, on a utilisé des conditions limites symétriques avec des systèmes à géométrie carrée, mais ce n'est absolument pas une contrainte forte. Et c'est simplement pour vous montrer que ces deux distributions de points ont exactement le même nombre de points. Celle-ci est complètement non corrélée, et donc on a un facteur structure qui n'a aucune structure particulière. Et puis, à un nombre de points fixés, on peut générer, sans cristalliser le système, une distribution telle que le facteur structure soit très petit, dans une zone finie autour de l'origine Q égale 0. Et donc la taille de cette zone va piloter aussi, évidemment, on va dire le rapport entre le degré de corrélation à courte portée et le degré de corrélation à longue portée. Donc la taille de cette zone est aussi extrêmement importante vis-à-vis des propriétés photoniques qu'on peut attendre. Donc, ce que vous savez peut-être des cours que vous avez eus sur la diffusion de neutrons ou de rayons X, c'est que quand on est dans le régime de diffusion simple, c'est-à-dire si on a un système dont l'épaisseur est petite, un peu plus petite que le libre parcours moyen, donc là je prends comme référence le libre parcours moyen de la structure complètement désordonnée, eh bien en moyenne, la lumière va être diffusée une fois. Et dans le régime de diffusion simple, si on regarde l'intensité diffusée en fonction de l'angle autour de système, donc ici on éclaire avec un faisceau gaussien, et puis on regarde en champ lointain l'intensité diffusée en fonction de θ, eh bien elle va être proportionnelle, n c'est simplement le nombre de points, le nombre de diffuseurs, elle va être proportionnelle au facteur de structure pour un vecteur d'onde Q qui est celui qui est dessiné ici,
qui est simplement la différence entre le vecteur d'onde dans la direction d'observation et le vecteur d'onde incident. En diffusion simple, on a cette loi extrêmement simple. C'est d'ailleurs comme ça qu'on mesure le facteur structure en diffraction de rayons X ou en diffraction de neutrons, pour lesquels, la plupart du temps, on est en diffusion simple, dans les cristaux. Et donc, si on a dimensionné le système, vous voyez que notamment, si on a une longueur d'onde, 2π sur lambda, c'est la longueur de cette flèche, okay, tel que quand on tourne autour du système, ben, le vecteur Q reste dans la zone grisée pour laquelle S2Q est égal à 0, ben on va tuer la diffusion. Donc ça, c'est une propriété un peu triviale en diffusion simple de ces systèmes. C'est simplement ici une simulation numérique de l'intensité en fonction de l'angle θ pour un système complètement non corrélé, formé de diffuseurs répartis complètement aléatoirement, et puis un système formé des mêmes diffuseurs avec la même densité de diffuseurs. Et on voit que quand on le rend hyper uniforme, eh bien, on tue complètement la diffusion. Et donc on observe une diffusion extrêmement faible qui est en fait proportionnelle au résidu de S2Q qui, en pratique, n'est pas rigoureusement égal à 0. Alors, ce qui est plus surprenant, c'est que cette propriété, elle peut survivre lorsqu'on démarre avec un système qui, lui, cette fois, est en diffusion multiple. Alors, c'est moins facile à démontrer théoriquement, mais ce qu'on observe ici, c'est pour un système dont l'épaisseur est 5 fois le parcours moyen du système désordonné. Souvenez-vous que ça veut dire que l'intensité balistique est atténuée d'un facteur exponentiel moins 5, hein, donc c'est déjà un système extrêmement diffusant. Eh bien, on observe ici sur l'exemple que le système non corrélé a une diffusion forte vers l'arrière, qui est la caractéristique d'un milieu fortement diffusant, et que lorsqu'on rend le système uniforme, eh bien, on tue la diffusion, et qu'on a simplement diffusion vers l'avant, et qu'on rend le système, on transforme ce système en un système effectif, qui devient quasi transparent, mais pas transparent par dilution, ou pas transparent par homogénéisation en rajoutant des particules et en augmentant la densité, mais on homogénéise par les interférences entre les champs diffusés par tous les diffuseurs dans le système, moyennant ces corrélations entre les positions de ces différents diffuseurs. Donc pour résumer ce qu'on fait ici, ce qu'on réalise ici, c'est simplement de passer d'un système qui serait très fortement diffusant à un système de même densité formé des mêmes diffuseurs qui, lui, cette fois, devient, de manière effective, un système transparent. C'est-à-dire que le libre parcours moyen, ici, en prenant en compte les corrélations de désordre, devient plus grand que la taille du système. Alors, ce qui nous a intéressé plus récemment, c'est de se dire, mais du coup, est-ce qu'on peut aussi imaginer que ces corrélations de désordre vont influer sur le niveau d'absorption? Et donc, on a, et c'est peut-être plus intéressant d'ailleurs que cette propriété de transparence, ce que je vais dire maintenant, l'idée est assez simple, c'est de dire, bon, si maintenant mon système de départ est un ensemble de diffuseurs dans une matrice transparente, mais ces diffuseurs, eux, ont un certain niveau d'absorption. Alors, si je regarde la puissance absorbée moyenne, lorsque j'éclaire par une onde plane un milieu désordonné comme ça, normalisé par la puissance incidente, en fonction de ce paramètre ici, c'est un paramètre qui ne vient que du niveau d'absorption des diffuseurs individuels. Donc, on imagine qu'on a un milieu complètement désordonné, et puis qu'on a un moyen de changer l'absorption dans chacun des diffuseurs. Tous les diffuseurs sont identiques ici, et c'est tous des diffuseurs sublongueur d'onde, okay, qui sont modélisés comme des particules de relais, on va dire des dipôles électriques. Eh bien, donc les deux courbes pointillées ou continues sont un calcul numérique exact et un modèle, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'évidemment, quand on va augmenter le niveau d'absorption dans les diffuseurs, ben, on va augmenter la puissance moyenne absorbée, mais on va saturer vers une valeur qui, en fait, a essentiellement à voir avec le fait que ce système étant diffusant, ben, il va réfléchir la lumière. Et donc, cette limite à l'absorption, on peut la réduire drastiquement, cette fois en utilisant un matériau dont les particules sont les mêmes que dans le cas d'avant, la même densité, mais avec une distribution sur un réseau hyper uniforme. Et donc, comme j'ai montré précédemment qu'on est capable d'augmenter violemment le libre parcours moyen de diffusion, et bien dans ce cas-là, on peut atteindre en fait une limite qui est donnée par une borne supérieure d'ailleurs qu'on est capable de calculer, puisqu'ici, on tue en fait la diffusion qui, pour l'absorption, est un mécanisme de perte. Donc, on maximise l'absorption dans un système comme ça, à densité donnée, en réduisant fortement la possibilité que le système a de diffuser la lumière. Donc, on a, ça je vais peut-être passer rapidement, mais enfin, simplement ce que je veux dire, c'est que on peut comparer le niveau d'absorption moyen dans un système uniforme par rapport au niveau d'absorption dans le même système complètement désordonné.
et montrer qu'en fait, on peut avoir une amplification de l'absorption qui n'est pas un petit facteur. C'est essentiellement donné par la racine carrée de l'épaisseur optique du système de départ. Donc on peut avoir potentiellement des très grands effets. Encore une fois, on n'est pas en train de jouer avec des petites corrections, on est en train de complètement changer le mécanisme en fait, de diffusion de la lumière dans le matériau. Et donc retenez simplement l'idée que ce qu'on a fait ici, c'est de partir d'un système qui est diffusant mais qui est un peu gris parce que les particules sont un peu absorbantes, à un système qui en fait se comporte quasiment comme un corps noir. Et intéressant d'avoir en tête, c'est qu'il y a deux choses intéressantes à avoir en tête, c'est que comme on reste avec un système désordonné, eh bien, on a des propriétés qui sont très peu sensibles à la direction d'incidence, et on a un système non résonant, donc on peut avoir une absorption large bande. Donc c'est des choses qu'on a pu caractériser aussi, en tout cas théoriquement, par rapport à ce qu'on aurait avec un cristal. Mais je ne rentre pas ici dans les détails, mais si vous voulez voir les courbes, je peux vous les montrer. La deuxième chose qui est intéressante à avoir en tête, et qu'on a pu comprendre théoriquement, mais ça aussi c'est quelque chose que je ne vais pas montrer aujourd'hui, mais si vous voulez en savoir plus, il y a une publication complète sur ce sujet, c'est de montrer qu'en jouant sur les corrélations du désordre, en fait, on va changer, comme je l'ai montré, très violemment le lit parcours moyen de diffusion, sans changer beaucoup le lit parcours moyen d'absorption. Ce qui veut dire qu'en pratique, dans le process, on va dire, d'optimisation, ça reste un peu contrôlable. Parce qu'évidemment, si en passant d'un système comme ça, en mettant des corrélations, on changeait à la fois beaucoup le lit parcours moyen de diffusion et le lit parcours moyen d'absorption, on pourrait obtenir au final quelque chose d'un peu bizarre. Là la chance, et on a expliqué pourquoi, c'est qu'on peut vraiment avoir l'image simple qu'on a un certain niveau de diffusion dans les diffuseurs, on tue l'absorption, et donc le système devient comme un milieu effectif homogène. Et pour peu que le lit parcours moyen d'absorption soit pas trop loin de l'épaisseur réelle du milieu, eh bien on maximise l'absorption. D'accord? Donc c'est ça le mécanisme qu'il faut avoir en tête. Donc le résultat en fait est extrêmement simple à concevoir. Alors, dans les quelques minutes qui me restent, je voudrais juste passer un message simple qui est, OK, une question qu'on a, c'est comment est-ce qu'on peut fabriquer des matériaux comme ça? Donc, il y a une vision qui peut être de dire, on peut utiliser des techniques on va dire, très top-down, des approches de lithographie. C'est intéressant pour des preuves de concept. En termes d'application, ça reste assez limité, puisque ça peut devenir... les problèmes de fabrication de systèmes à désordre corrélés par lithographie peuvent devenir aussi complexes, voire plus complexes que les problèmes de fabrication de cristaux photoniques. Donc la tendance, c'est de regarder quelles peuvent être les pistes pour essayer de fabriquer des matériaux par auto-assemblage. Alors là encore, la nature fait ça très bien. Je vais aller vite, mais sachez que la cornée, votre cornée en fait, est formée de couches qui contiennent des fibrilles de collagène. Donc, vous les voyez ici dans une direction et vous les voyez ici en coupe. Et donc, ces fibrilles de collagène sont comme des longs tubes qui ont une section de l'ordre de 30 nanomètres. Et je pense que vous voyez assez facilement que ce système n'est pas cristallisé. Et donc c'est un système désordonné, mais à fort niveau de corrélation de désordre. C'était un casse-tête de comprendre pourquoi un système comme ça était transparent. Puisque si on suppose que ces fibrilles sont organisées de manière complètement aléatoire, on trouve, en fait, à part un petit calcul du fameux ρ sigma s dont je parlais au début, que la cornée devrait réfléchir 60 ou 70% de la lumière, c'est-à-dire qu'elle serait aussi blanche qu'un verre de lait. Et le fait que cette cornée soit transparente, en fait, a à voir avec le fait que cette distribution de fibrilles de collagène est extrêmement corrélée. Alors, ce qui est présenté ici, c'est la fonction de corrélation de paire, qui est en fait la transmode de Fourier du facteur de structure dont je parlais. Mais ces structures vous montrent, c'est mesuré ça, sur une vraie cornée, qu'il y a un fort niveau de corrélation à courte portée. Et donc cette petite formule que je montrais, en fait, elle explique la transparence de la cornée. Je vous invite d'ailleurs, si ça vous intéresse, à lire ce magnifique papier de 1969, qui, à ma connaissance, est le premier papier qui explique la transparence de la cornée, et qui, en fait, utilise une approche basée sur cette formule. C'est intéressant de savoir que c'est la même physique, ça c'est plus pour les sciences de la matière condensée, mais que celle qui explique la faible résistance des métaux liquides. Je vais très vite, mais vous savez que la structure de bande et les ondes de bloc délocalisées dans les cristaux, là je parle d'électrons, est responsable, explique la conduction électrique
très bonne conduction électrique des cristaux. Le casse-tête, c'était de comprendre pourquoi dans les métaux liquides, dans lesquels on perd ces structures périodiques et la notion d'onde de bloc, on continue à avoir une résistance faible ou une bonne conductivité. Et donc, ce problème a été résolu dans ce papier par Ashcroft et Lechner. Et la raison, en fait, encore une fois, c'est à voir avec les corrélations de désordre. L'idée ici, c'est que les électrons, en fait, ne voient pas un cristal ionique, mais ils ne voient pas non plus une distribution d'ions complètement désordonnée, mais ils voient une distribution d'ions fortement corrélée par les répulsions électriques. Et donc, c'est cette corrélation du désordre du réseau ionique qui explique le faible niveau de diffusion des électrons et donc la très forte conductivité électrique. Et donc, c'est exactement la même physique que pour la cornée. Ce qui est intéressant, je trouvais intéressant de faire ce parallèle. Donc, pour terminer, je voudrais vous montrer un exemple de travaux expérimentaux qu'on a commencé il n'y a pas longtemps avec l'équipe de Nadine Nassif qui travaille à Sorbonne Université, donc dans le laboratoire de chimie de la matière condensée. Donc, ces gens fabriquent des structures. Ici, ce que vous voyez, c'est un hydrogel de collagène. Donc, c'est essentiellement de l'eau avec du collagène, donc du collagène qui est structuré en fibrille. Donc, ça veut dire que les molécules de collagène s'enroulent pour former ces longs cylindres dont je parlais, qui sont très semblables à ce que vous avez dans la cornée. Vous voyez qu'on est capable de former un matériau qui a des propriétés mécaniques réelles, bien qu'il soit formé de 95% d'eau. Et ce qui est intéressant, c'est que ce matériau présente une bande de transparence. Donc, c'est un matériau qui est diffusant, parce que c'est du collagène qui forme un réseau désordonné dans l'eau. Mais pour une concentration, donc ce que vous voyez ici, hein, c'est une structure formée qui fait de l'ordre de 1 cm et qui est formée avec un gradient de concentration en collagène. Et vous voyez que pour une concentration bien spécifique de collagène, alors ça se voit mieux quand on regarde à l'œil nu qu'ici, mais enfin, je pense que vous devinez qu'il y a une bande sur laquelle ce matériau est beaucoup plus transparent que ici ou là. Et le fait que cette transparence disparaisse quand on concentre en collagène ou quand on dilue en collagène montre en fait que ça doit avoir à faire avec une apparition d'ordre local dans la structuration même du réseau de collagène. Ça ne peut pas être un simple effet de dilution ou un simple effet de concentration et d'homogénéisation, au sens habituel du terme. Donc on a étudié ça de manière un peu plus fine. On a utilisé des mesures en OCT, en tomographie par cohérence optique, pour mesurer en fait la variation du libre parcours moyen de diffusion quand la concentration en collagène dans ces matériaux, qui encore une fois sont des gels, qui ont une certaine structure solide, et bon, évidemment, les mesures de libre parcours moyen vont dans le sens de l'observation, c'est-à-dire qu'il y a un régime de concentration critique en collagène pour lequel le libre parcours moyen devient beaucoup plus grand et donc le système devient beaucoup plus transparent. Donc ça nous a beaucoup intéressé aussi parce que l'équipe de Nadine Nassif travaille sur la compréhension de la formation notamment des tissus transparents et donc en particulier de la cornée. Ça reste encore une question de savoir comment se forment par auto-assemblage les structurations de collagène qui sont responsables de l'apparition de transparence dans les tissus. Et donc, je termine juste là-dessus en vous disant que lorsqu'on va regarder au microscope électronique à transmission la structuration des fibrilles de collagène dans un matériau comme ça artificiel qui est fabriqué in vitro, en fait, on retrouve une structuration qui ressemble beaucoup à la structuration qu'on a dans la cornée. Donc aujourd'hui, on n'en est pas encore à comprendre tout ça, mais disons qu'on a en détail, mais enfin, on a déjà une preuve qu'il y a un moyen in vitro de fabriquer des matériaux à grande échelle qui s'auto-assemblent en formant des structures à désordre corrélé qui à la fois donnent de la transparence et en même temps donnent des propriétés mécaniques assez extraordinaires, comme je vous montrais sur le petit film au début, puisque ces structures ont des propriétés d'élasticité qui sont très semblables à celles qu'on a dans les tissus réels. Voilà, donc ça sera ma conclusion. J'espère vous avoir montré qu'il y a un degré de liberté très intéressant à exploiter pour des matériaux photoniques. Là, j'ai montré quelques exemples, mais on aurait pu en dérouler tout un tas d'autres qui ont des propriétés un peu extraordinaires, mais qui restent des matériaux désordonnés, donc qui sont très robustes aux imperfections, pour lesquels on peut avoir des effets, par exemple, de coloration tout en restant dans le régime de lumière diffuse, pour lesquels on peut avoir des absorptions qui font que les matériaux commencent à avoir des contournements proches du corps noir idéal, et que se pose évidemment la question de savoir comment fabriquer ces matériaux. Donc aujourd'hui, il y a une communauté croissante en nombre de personnes qui s'intéressent à ces problématiques pour des aspects très fondamentaux dont je n'ai pas beaucoup parlé aujourd'hui,
Et puis pour des aspects appliqués, et donc se pose la question de comment arriver à fabriquer ces matériaux à grande échelle. Et donc la tendance, c'est d'utiliser des techniques de lithographie, mais qui sont plus là pour réaliser des preuves de concept. Et puis de travailler avec des gens qui, notamment dans le domaine de la matière molle, sont des experts sur l'auto-assemblage et l'auto-organisation de matériaux pour arriver à fabriquer des matériaux à désordre contrôlé à grande échelle. Voilà, je vous remercie de votre attention.